C'est à vous. Merci François, merci pour cette invitation. Le défi d'aujourd'hui est un peu spécial parce qu'on a quand même des interventions de nature et de sujets très différents. Et ce qu'on m'a demandé ne sera pas vraiment une introduction. Je vais partir de la population mondiale. De la population mondiale, j'arriverai graduellement jusqu'à l'individu, parce qu'une population, c'est après tout fait d'individus. Et puis ensuite, chacun abordera la question de l'individu, de sa place, comme il l'entendra. Alors, comme le rappelait le programme, la Terre compte 7 milliards d'habitants, 7 milliards 325 millions au dernier, selon la dernière estimation, et donc autant de sujets de préoccupation. Autant de moi, autant de points de vue. Alors le plus extraordinaire n'est peut-être pas qu'on soit 7 milliards 325 millions, le plus extraordinaire est qu'on le sache. On le sait depuis peu, c'est seulement depuis les années 1950 qu'on a une idée de la population mondiale. C'était quelque chose qui était purement estimé au doigt mouillé auparavant, et depuis les années 50, depuis la création de la division de la population aux Nations Unies, qui a été faite avec l'aide des démographes de Princeton, on sait, on compile tous les recensements du monde entier, et on a cette possibilité de totaliser. Et le droit de totaliser, qui autrefois était interdit, il était interdit, seul le souverain avait le droit de recenser, et c'était en général des données secrètes. Le droit à la totalisation, c'est un droit que chacun peut avoir. Maintenant, on peut monter au beffroi et regarder la ville d'en haut, et sans être limité au point de vue d'un piéton qui aurait à s'y orienter. Ce qui est aussi intéressant dans la démographie, c'est qu'on ne s'en rend pas assez compte, mais tout le monde compte. Tout le monde compte et chacun compte pour un. Et d'une certaine manière, il y a une valeur éthique. Ça correspond exactement au principe utilitariste du philosophe Bentham, qui au début du XIXe siècle avait érigé ce principe. Eh bien, en démographie, on ne compte pas en fonction de la surface, des personnes, de leur âge, etc. Tout le monde compte pour un, et la probabilité, les tables de mortalité valent pour tout le monde. C'est quelque chose d'important. Comment peut-on recenser le monde entier? Évidemment, la qualité des recensements est très variable d'un pays à l'autre, mais enfin, à partir du moment où l'Inde et la Chine, qui à elles seules réunissent 40% de la population mondiale, ont des recensements de qualité, évidemment, les choses se sont beaucoup améliorées. Alors, quand je suis né, un peu avant le milieu des années 50, la population mondiale, c'était seulement 1,5 milliard d'habitants. Et nous sommes aujourd'hui 7 milliards et quelques. Donc vous voyez la formidable croissance que nous avons connue. C'est une croissance sans précédent, qui jamais n'a été connue dans l'histoire. Et cette croissance, elle est maintenant en train de ralentir. Et quand en 1954-55, pour la première fois, on a publié des projections sur ce que serait la population mondiale en 2000, on avait dit à l'époque, eh bien en 2000, il y aura 6 milliards d'habitants. Ça avait fait sensation, on se disait mais comment pourra-t-on survivre dans un monde aussi peuplé? Bon, on l'a dépassé cette étape, on l'a survécu. Et le chiffre en plus a été exact. Sauf que c'est la combinaison de surestimation et sous-estimation. J'y reviendrai. On prévoit maintenant que nous atteindrons les 10 milliards vers 2060. Donc la partie la plus jeune de la salle connaîtra ce moment. Moi, je ne pense pas que je le connaîtrai, mais sait-on jamais. Alors, la part de l'Europe, et c'est intéressant de voir évidemment que tout ceci, c'est une redistribution des cartes également entre les continents. La part de l'Europe, alors au sens géographique de l'ONU, qui va bien au-delà de la simple Union européenne, c'est que nous sommes 743 millions d'Européens en ce moment, c'est 10% de la population mondiale. Et il y a 50 ans, c'était 19%, donc il y a une division par deux quasiment en 50 ans. Et on pense qu'au rythme actuel, avec les scénarios les plus vraisemblables, dans 50 ans, ce sera 7%. Donc 19, 10, 7, voilà, avec des intervalles de 50 ans. Et vous voyez que d'une certaine manière, le plus gros de la baisse de l'Europe est déjà derrière nous. En fait, alors quand on regarde la part de quelques autres continents, je vais être très rapide, la part de l'Afrique, c'était 10% seulement, c'était très faible il y a 50 ans, c'est 16% aujourd'hui, ce sera 30% dans 50 ans. Mais la part de l'Asie est bien plus importante. L'Asie reste toujours le continent majoritaire dans la population mondiale, 56% il y a 50 ans, 60% maintenant,
et 51% dans 50 ans. Alors évidemment, ce sont des découpages extraordinairement grossiers. Je vous invite à aller sur le site des Nations Unies, de la population et la division des Nations Unies. Vous pourrez évidemment faire tous les redécoupages sociopolitiques que vous voudrez et recalculer ça. C'est un site extrêmement accessible où on peut tout télécharger avec beaucoup d'aisance. Mais quelle est la fiabilité des projections démographiques? C'est une discipline qui, contrairement à l'économie, qui a beaucoup de mal à savoir ce qui se passera dans les mois à venir, prétend quand même vous donner des indications sur ce qui se passera dans les décennies à venir. Mais comment peut-elle le faire? Elle peut le faire parce qu'il y a une extraordinaire inertie dans la pyramide des âges. Les gens qui naissent vont vivre 80, 90 ans, 100 ans en moyenne. Les femmes qui sont déjà nées vont contribuer, même si on ne connaît pas leur comportement de fécondité futur, aux naissances des prochaines décennies. Donc il y a une inertie inscrite dans la pyramide des âges qui est le levier sur lequel s'appuient les projections démographiques. Donc on peut continuer les tendances, le potentiel ou l'inertie accumulée dans la pyramide. Et puis on ajoute à ça des scénarios alternatifs. On encadre le scénario le plus vraisemblable par les scénarios élevés ou faibles, un surcroît de fécondité, une baisse de fécondité, plus de migration, moins de migration. Alors quand on regarde rétrospectivement comment les projections qu'on a faites ont été vérifiées dans la réalité, c'est un exercice qu'il faut absolument faire, se demander ce qui s'est passé. Le résultat n'est pas toujours fameux. Je vous ai dit qu'on avait réussi en 1956, enfin en 55-56, à prévoir les 6 milliards d'habitants de l'an 2000, mais en réalité, ça a été la combinaison de deux erreurs énormes de sens contraire. On a, d'un premier côté, d'une part, on a d'abord complètement sous-estimé la baisse de la fécondité dans les pays occidentaux. Les pays occidentaux sont entrés dans ce qu'on appelle la seconde transition démographique. L'Allemagne a été le premier pays au monde à faire ça. Dès les années 70, elle est entrée dans un régime démographique complètement nouveau qui a consisté à avoir des unions tardives, à faible fécondité, plus de décès que de naissances. Depuis 1970, l'Allemagne a plus de décès que de naissances. Et la population allemande, malgré l'immigration, n'a pu croître ces dernières années que par l'immigration, et elle décroît en ce moment. Dans les dernières années, peut-être qu'évidemment les migrations récentes vont renverser la tendance. Mais vous avez la plupart de nos pays voisins, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne qu'on vient de citer, croissent essentiellement par la migration. La Grande-Bretagne croît à 60, 70%, 80% par la migration selon les années. La France est le seul pays de l'Europe de l'Ouest dont la croissance est due à une croissance interne naturelle à peu près à 75-80%. Alors, la transition, cette seconde transition démographique, cette installation dans un régime démographique si nouveau, à quoi est-elle due? Alors là, il y a une immense littérature sur le sujet, sur tous les ressorts psychologiques, économiques, sociaux, alors toute la théorie de l'hédonisme, des nouvelles valeurs, etc. C'est très frappant de voir que les démographes se rapprochent de plus en plus de la psychologie économique, de la psychologie sociale, pour essayer de comprendre, et c'est très difficile, les ressorts de ce recentrage des couples sur eux-mêmes. Il y a aussi évidemment tout le problème des politiques familiales qui peuvent faciliter ou pas la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et on sait qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, ces politiques sont extrêmement faibles. L'Allemagne, depuis quelques années maintenant, fait des investissements énormes dans la politique familiale pour essayer de rattraper le temps perdu. Et puis, ce qu'on avait sous-estimé, ce qu'on avait très très mal prévu aussi, c'était le fait que dans un certain nombre de pays, et notamment d'Afrique, les pays les plus enclavés d'Afrique et certains pays musulmans d'Asie, eh bien, la première transition démographique, qui appelle une baisse de la fécondité, n'a pas eu lieu. Dans des pays comme le Niger, le Mali, le Tchad, vous avez encore 7,5 enfants par femme en moyenne. Ce sont des taux extrêmement élevés, qui étaient ceux que le Maghreb connaissait au milieu des années 60, mais le Maghreb a connu une transition démographique d'une rapidité phénoménale, et aujourd'hui, dans les 3 pays du Maghreb, on est à 2, quelque chose enfants au Maroc, on est un peu à moins de 2 enfants en Tunisie. La Tunisie a le même taux de fécondité que la France, et l'Algérie est entre les deux.
Ceci donc s'est fait, c'est une transition qui s'est faite à une rapidité extraordinaire. Et c'est très intéressant parce qu'évidemment, quand on lit la littérature rétrospectivement des années 70 et qu'on essayait d'expliquer les hauts taux de fécondité du Maghreb à cette époque, les explications qui venaient tout naturellement à l'esprit, c'était des explications culturelles. Il y avait le fatalisme, il y avait le patriarcat, il y avait etc. Et ces explications ont été complètement démenties. Bien sûr, il y a la crise du logement, bien sûr. Il y a, par exemple, l'âge au mariage, qui était aux alentours de 15-16 ans au début des années 70, encore dans le Maghreb, est aujourd'hui quasiment de 30 ans pour les femmes, avec un contrôle de la vie sexuelle dans tout l'intervalle, ce qui évidemment a des incidences directes sur le taux de fécondité. Donc on sait que la baisse de la fécondité dans ces pays-là est due essentiellement au retard du mariage et un retard très contrôlé de l'âge au mariage. Enfin, il y a une différence considérable entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique de l'Ouest enclavée du point de vue de la transition démographique. Il faut dire d'ailleurs, et quand on rencontre nos collègues américains ou britanniques ou indiens, par exemple, dans les colloques internationaux de démographie, qui sont atterrés de voir à quel point la France a négligé la question du planning familial dans les pays d'Afrique. Il y a un contraste flagrant entre les actions qui ont été menées à travers les aides au développement très ciblées ou à travers des ONG dans les pays de l'Afrique anglophone et la quasi-absence d'action qui a été menée dans les pays francophones. Peu de temps, enfin pendant quelques années, d'ailleurs la Tunisie, les services de planning familial tunisiens, épaulés par l'ambassade de France, avaient organisé des actions extrêmement intéressantes et productives dans des pays comme le Niger ou le Mali, mais je ne sais pas du tout si d'ailleurs ces actions se sont poursuivies. Alors du coup, entre une seconde transition démographique bien plus forte que prévue dans les pays européens et une première transition qu'on attend toujours dans les pays d'Afrique, au total, les deux phénomènes se sont compensés, mais évidemment, ça fait que la part de l'Afrique sera de plus en plus importante dans les années à venir. Alors, vous avez déjà compris que la démographie, ce n'est pas simplement du comptage. Le comptage, c'est ce qui est le moins intéressant dans la démographie. La démographie, c'est des rapports, c'est des relations, c'est de la dynamique, ce sont les potentiels d'accroissement ou de réduction, c'est tout ça. Et il y a évidemment une évaluation qualitative aussi des comportements qui est absolument indispensable. Et alors, je vais vous donner un exemple, la France. Quand on regarde l'évolution de la France depuis 1945, et c'est une question qui est souvent abordée, notamment par le Front National, j'ai été frappé par ça. Une question qui vient, c'est, mais comment se fait-il que nous étions 45 millions d'habitants au lendemain de la guerre et que nous sommes aujourd'hui 65 millions si on compte tous les territoires et tous les départements d'outre-mer? D'où viennent ces millions d'habitants supplémentaires? Et la réponse du Front National, c'est uniquement l'immigration, puisque nous avons à peine le taux de fécondité de remplacement de 2 enfants par femme, donc forcément ça vient de l'extérieur. Eh bien ce raisonnement est totalement faux, et je vais vous montrer en quoi. Et ça vous donnera une idée de la complexité et en même temps de l'intérêt de la dynamique démographique. Si on avait gardé les forces démographiques, les comportements démographiques de la fin des années 30, nous aurions aujourd'hui en France moins d'habitants que nous n'en avions à cette époque-là. Nous aurions à peu près 6 millions d'habitants de moins. Nous en avons 25 de plus, donc il y a une trentaine de millions d'habitants supplémentaires. D'où viennent-ils? Alors on applique des méthodes de rétroprojection, on regarde ce qui se serait passé en l'absence de migration, en l'absence de telle et telle variation de la fécondité, en l'absence de changement dans la mortalité. Et le résultat est le suivant. C'est qu'un tiers de ces 30 millions d'habitants supplémentaires, c'est le baby-boom, et c'est le rebond du baby-boom. On a eu en France un baby-boom très long, très précoce et très long. Il a duré 30 ans. En Allemagne, le baby-boom a été beaucoup plus tardif que chez nous, et il s'est concentré sur quelques années. C'est une énorme différence entre les deux pays. Et le baby-boom, c'est tout à coup en 1946, 200 000 naissances de plus. 200 000 naissances de plus. Et ça a duré 30 ans. Et nous avons les rebonds du baby-boom, puisque le baby-boom engendre des enfants, notamment des femmes qui elles-mêmes arriveront à l'âge de fécondité, etc. Donc nous bénéficions encore, et ça explique un tiers de la croissance de la population de la France depuis la guerre. Nous avons l'immigration. L'immigration, c'est surtout de grandes vagues migratoires dans les années 50-60. Jamais nous n'avons reçu autant de flux
ces dernières décennies que pendant les années de reconstruction jusqu'à la fermeture de la migration de travail en 1974. Donc c'est un tiers c'est important, mais ce n'est pas 100%. Et alors, quel est le troisième facteur? Eh bien, le troisième facteur, c'est l'allongement de la vie. Car quand la vie s'allonge, ça fait que les gens restent plus longtemps sur place et ça fait de la population en plus. Alors, on oublie toujours ce facteur, mais il faut bien vous représenter la puissance absolument phénoménale de l'augmentation de l'espérance de vie. Quand on était dans les années 70, l'espérance de vie fluctuait, on ne savait pas trop ce qu'elle allait devenir. Et tout à coup, à partir des années 70, l'espérance de vie, tant chez les hommes que chez les femmes, et dans tous les pays d'Europe du Nord et d'Europe de l'Ouest, mais aussi de l'Europe du Sud, s'est mise à augmenter de façon absolument phénoménale, et ça continue aujourd'hui. Et la canicule n'a été qu'un épisode qui a permis ensuite de continuer encore plus haut la croissance. Quel est le rythme de cette croissance? C'est 4 mois d'espérance de vie gagnée chaque année. Ça veut dire 6 heures d'espérance de vie gagnée chaque jour. C'est des instants, des durées qui vous seront restituées en fin de vie. J'avais mon collègue américain qui dirigeait l'Institut allemand de démographie qui disait « We have October, November, December for free ». Octobre, novembre, décembre sont gratis. Ils nous seront restitués en fin de vie. Vous voyez la puissance de ce mouvement. Et si je parle pendant un quart d'heure, même si vous ennuyez pendant ce quart d'heure, eh bien vous verrez que vous gagnerez 5 minutes d'espérance de vie, malgré la longueur de mon discours. C'est quand même extraordinaire. Et ça fait 10 millions d'habitants en plus. Ça fait un étage supplémentaire au sommet de la pyramide des âges. Donc, alors évidemment, c'est un peu plus complexe. Les migrants eux-mêmes vont vieillir. Entre la fécondité, l'immigration, l'allongement de la vie, il y a des interrelations. Évidemment, je ne vais pas entrer dans le détail. Si on compare cette répartition aux 3 tiers, c'est un peu le hasard, que ce soit 3 tiers. Dans d'autres pays, ce n'est pas la même répartition. L'Allemagne, je vous l'ai dit, n'a pas eu le même baby-boom que nous. L'Allemagne a eu des migrants de façon beaucoup plus récente que nous. Ça n'a pas commencé dans les années 50, mais plutôt vers la fin des années 60. Et puis ils ont eu un boom énorme. C'était le grand pays d'immigration des années 90, à cause des réfugiés des guerres balkaniques, à cause des Russes et des Kazakhs plus ou moins d'origine allemande qui sont revenus en Allemagne, etc. On n'a pas connu ça, nous, l'équivalent. Mais donc en Allemagne, la part de la migration dans la croissance de la population est certainement beaucoup plus importante qu'un tiers. La part de la fécondité, la part de l'allongement de la vie. Mais la part de l'allongement de la vie est importante en Allemagne. Alors, regardons un peu ce que ça donne en termes d'immigration. L'immigration, comme tout mouvement démographique, là je vais utiliser le langage très cru des démographes, il y a des flux, il y a des stocks. Les flux, c'est les entrées, les mouvements que l'on comptabilise année après année, et le démographe, il tient sa comptabilité essentiellement d'année en année. Et puis le stock, c'est l'ensemble des personnes qui résident, quelle que soit l'année où ils sont entrés en France ou l'année où ils sont nés, qui résident à un moment donné et qui sont recensés, puisque le recensement, c'est le grand inventaire que l'on fait de la population. Alors, si on regarde les entrées, c'est compliqué parce que alors souvent, il y a tout un trouble qui est créé sur le fait que les chiffres ne collent pas toujours, etc. Il y a plusieurs façons de compter les entrées. Est-ce qu'on compte les étudiants ou pas? Les Français comptent les étudiants comme des migrants s'ils s'installent au moins pendant 1 an. Les Américains ne le font pas. Bon. Alors l'OCDE, sous influence américaine, ne le fait pas. Nous, nous le faisons et tous les pays d'Europe le font. Est-ce qu'on compte les citoyens de l'Union européenne? Eh bien, dans certaines statistiques, on compte les citoyens de l'Union européenne comme des migrants, dans d'autres pas. Donc à chaque fois que vous voyez des chiffres, il faut toujours se demander, est-ce que les citoyens de l'Union européenne sont inclus? Est-ce que les étudiants sont inclus? Voilà. C'est ça, en gros, les principales sources et s'il y a des questions là-dessus, je vous parlerai de l'immigration illégale ou clandestine, mais qui, en gros, ne majore que de 10% à peu près les chiffres que nous avons. Alors, dans les entrées, Alors, nous avons officiellement 200 000 étrangers non européens qui reçoivent chaque année un premier titre de séjour d'au moins 1 an. Ce sont les préfectures qui rassemblent ces données et les démographes les ont aidés à apurer ces fichiers, à enlever les doubles comptes, les triples comptes, etc., puisque évidemment tout ça est assez compliqué. 200 000 entrées annuelles de migrants étrangers à l'Union européenne. Et quand on regarde ces
comment ça se compose, c'est extrêmement intéressant. D'abord, c'est resté formidablement stable depuis 10 ans. Nicolas Sarkozy a voulu réduire chacun de ces flux, il n'y est jamais arrivé. Et je vous le dis tout de suite, si Marine Le Pen vient au pouvoir, elle n'y parviendra pas davantage. Pourquoi? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est parce que l'immense majorité des migrants que nous accueillons sont accueillis en fonction de conventions internationales et que le seul moyen de faire en sorte que ces conventions internationales ne soient pas ratifiées, c'est évidemment de les dénoncer. Et ça, c'est quand même très compliqué. Alors, expliquons. Vous avez d'abord de la migration familiale, mais il faut bien comprendre que la migration familiale, c'est deux choses très distinctes. Il y a le regroupement familial, vous avez le droit de vivre en famille, c'est un droit international, et donc c'est un étranger qui appelle, déjà installé en France, ou une étrangère, et qui appelle le reste de sa famille. Vous avez ce qu'on n'appelle pas en France, mais qu'on appelle dans plusieurs pays étrangers, la migration matrimoniale, où là, l'appelant, pour utiliser le jargon administratif, l'appelant n'est pas un étranger ou une étrangère déjà installée en France, c'est un Français ou une Française. Il peut être lui-même d'origine étrangère, mais il a la nationalité française et il a le droit, ou elle a le droit, d'épouser qui il veut. Et en épousant un étranger ou une étrangère, il déclenche une migration supplémentaire. Cette migration matrimoniale, c'est à peu près 50 000 personnes par an. Le regroupement familial stricto sensu, l'étranger qui appelle un membre de sa famille, c'est 35 000 personnes par an. C'est déjà beaucoup moins. S'ajoute à cela l'asile. Il y a à peu près 18 000 personnes sur les 200 000, donc même pas 10%, qui sont accueillis, qui étaient, jusqu'à la période toute récente, accueillis, qui recevaient le statut de réfugié de la part donc, de l'OFPRA et ensuite éventuellement de la Cour nationale du droit d'asile. Et puis il y a la migration de travail, qui avait été suspendue en 1974 sous Giscard d'Estaing, qui a été réintroduite au compte-gouttes dans la loi Sarkozy de 2006. Et ça fait donc des personnes qui sont autorisées à entrer directement au titre du travail. Eh bien, ça fait aussi 18 000 personnes, c'est-à-dire très peu, même pas 10% du total. Dans la plupart des pays européens, notamment les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord, ce n'est pas 10%, ou même pas 10% de migration d'asile ou de migration de travail, c'est plutôt du genre 20%. Et puis, que reste-t-il? Eh bien, il reste les étudiants. Et là, c'est une chose assez intéressante. Il y a une espèce de droit qui est en train de s'établir, de facto, qui est le droit d'aller faire des études supérieures à l'étranger. Et la France est un des 5 pays au monde qui attire le plus d'étudiants étrangers, qui a une agence qui s'appelle France Campus, dont toute la mission est d'attirer le plus possible les étudiants étrangers. Nous faisons partie, avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, l'Angleterre, des grands pays qui attirent des étudiants. C'est 60 000 étudiants non européens que nous accueillons chaque année et qui reçoivent un titre de séjour. Et il reste quelques catégories résiduelles, mais très très peu nombreuses. Voilà les 200 000 personnes que nous accueillons chaque année. Alors, quelle est la faculté dont dispose un homme politique pour réduire ces chiffres? Nicolas Sarkozy, au moment de la campagne présidentielle de 2012, d'abord, il disposait de quelque chose assez... C'est une situation assez intéressante. Les derniers chiffres publiés, c'était 2009 à titre provisoire. Aujourd'hui, on a maintenant des statistiques qui sont publiées de façon précise, à date fixe, indépendamment du calendrier politique, ce qui est un grand changement. Mais à l'époque, on ne savait pas grand-chose. Donc on pouvait dire qu'on avait réduit les chiffres. En réalité, on ne les avait pas réduits, ils sont restés extraordinairement stables pendant ce que j'appelle le septennat Sarkozy, c'est-à-dire les 2 années où il était ministre de l'Intérieur et les 5 années où il était président de la République. Alors, s'avisant que ce chiffre était peut-être élevé, qu'il pouvait inquiéter, il a, dans sa campagne électorale, dit « mais il faudrait diviser ce chiffre par 2 ». Et puis Marine Le Pen a renchéri une semaine plus tard, disant « non, non, il faut le diviser par 10 ». Et puis peu de temps après, non, non, il faut le diviser par 20. Et c'est ce qui figure toujours sur le programme du Front National. Mais comment fait-on pour diviser par 2 un droit? Comment fait-on pour diviser par 2 ou par 10 ou par 20 un droit international? Il faut dénoncer ce droit, c'est le seul moyen. Et j'aimerais bien, moi, si après tout le peuple vote dans ce sens, qu'il le fasse, mais qu'on le dise, qu'on dise que c'est ça la condition à laquelle on pourra effectivement modifier ces chiffres. Donc vous voyez que pour l'instant, l'emprise du politique sur ces flux, elle est extrêmement réduite. Bon, il faut quand même comprendre qu'il n'y a pas que des entrées, il y a aussi des sorties, et l'INSEE a révélé récemment qu'il y avait en réalité pour 10 entrées, 4 sorties,
et que quand on prenait les flux des Français, pas simplement des étrangers, c'est-à-dire les expatriations, les retours, il y avait 10 sorties pour 4 retours. Tout ça est une mécanique un peu complexe et on ne peut pas en parler de façon très simpliste. Je terminerai sur la question des motifs de migration. On entend souvent dire on en parle beaucoup à propos des réfugiés, qu'ils cherchent l'Eldorado. L'Eldorado, c'est un mythe européen. La ruée vers l'or, c'est un grand mythe européen vers le Nouveau Monde. Il semble quand même, quand on regarde un peu tous les nombreux chercheurs qui travaillent sur la question, qui suivent ces migrants, qui les suivent de mieux en mieux, notamment grâce aux technologies modernes, que ce qu'ils veulent, c'est simplement mener une vie normale. Ce n'est pas la misère du monde qui fait l'immigration, c'est la misère des gouvernances, c'est la misère des gouvernements. Ce sont les défaillances absolument terribles des gouvernants dans les pays d'origine. C'est ça la principale source de la migration. Et donc, quelqu'un qui veut simplement pouvoir mener ses entreprises, ses projets en toute sécurité, avec un minimum de sécurité, développer un avenir, un espoir pour ses enfants, parce que souvent les espoirs sont simplement reportés sur la génération suivante, puisque les vôtres ont déjà été détruits ou annihilés, eh bien, c'est ça qui se passe. Alors, nous avons une division administrative des motifs, famille, regroupement familial, mariage, refuge, etc. Évidemment, quand on fait des enquêtes auprès des individus même, des intéressés, on retrouve toute la panoplie, bien sûr, des motivations individuelles qui est extrêmement complexe, extrêmement riche, et qui fait que très souvent, plusieurs motifs s'entremêlent. Très souvent, les motifs sont reportés sur la génération suivante, comme je vous le disais. Et du coup, l'intégration dans la société française, elle est très segmentée, elle ne veut pas se faire de la même façon selon les générations. Donc, j'ai déjà été assez long. Je crois qu'il est important de rappeler que les migrants ne sont pas seulement des victimes, ce sont aussi des stratèges, bien sûr, comme tout être humain qui a un projet. Dans le cas de la migration syrienne, c'est extrêmement frappant. Bon, d'abord, nous avons très très peu de migrants syriens. Le problème est quasiment virtuel par rapport à ce qui se passe en Allemagne, où là, il y a vraiment des quantités phénoménales. Mais ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que je vois le maître des cérémonies qui se rapproche. Il a tout à fait raison. Je compatis avec lui. Mais ce qui est important, c'est que... il m'a troublé, là. C'est les Syriens. C'est que toute migration est sélective. Ceux qui peuvent partir loin, mais c'est vrai des Syriens, mais comme c'est vrai de n'importe quelle migration, quand on fait des analyses au pays de départ et qu'on regarde qui va loin, qui va près, qui se réfugie juste dans le pays limitrophe, qui peut emmener sa famille, etc., c'est extraordinairement sélectif. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la charge familiale, ça dépend du niveau d'éducation. Et il se trouve que la partie des Syriens qui arrivent jusqu'en Allemagne, et ceux qui arrivent jusqu'en France, c'est une partie très sélective, très sélectionnée par rapport à la masse, aux 2,5 millions de Syriens qui sont actuellement dans des camps en Turquie, juste à la frontière turque. Voilà. Alors ce sont quelques données que je vous livre. Je suis parti de la population mondiale, j'arrive à quelques cas individuels précis. Je voudrais dire que nous avons maintenant énormément progressé dans la statistique sociale sur la connaissance de l'immigration. Nous avons maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années, le droit d'introduire dans les enquêtes des questions sur la nationalité des parents, la première nationalité des parents, sur le pays de naissance des parents, etc. Nous pouvons identifier, séparer la seconde génération et la première. Nous pouvons maintenant mesurer de façon extrêmement précise les discriminations à âge égal et diplôme égal. En fonction de vos origines, vous n'avez pas les mêmes chances, c'est absolument clair. Bon, tout ceci maintenant est vraiment démontré, vraiment prouvé. Et je ne sais pas si mon discours a fourni une introduction en quoi que ce soit à mes successeurs, mais vous voyez que pour être démographe, on n'en oublie pas moins qu'on a affaire à des hommes, et à des hommes qui ont des projets, des stratégies extraordinairement variées et qui ne se laissent absolument pas réduire aux catégories administratives avec lesquelles il faut quand même aussi travailler. Merci.